Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui très contents de vous avoir avec vous dans le panel 18 intitulé Terre et littérature africaine. Aujourd'hui, nous avons trois conférenciers et lui a l'amabilité euh, de, de passer en dernier. Donc, nous allons commencer par professeur Salut John que nous allons présenter. Après, successivement, ce sera Amara Diabaté et enfin lui, Nana. Alors, donc, pour la biobibliographie, Dr. Salih Dione est un enseignant-chercheur, maître de conférences CAMES, professeur assimilé en études africaines et postcoloniales au département d'anglais de la Faculté des lettres et sciences humaines de Dakar. Voilà. Professeur Dione est titulaire d'un doctorat en études africaines et postcoloniales. Il est senior Fulbright Fellow, Rutgers, the State University of New Jersey, USA, et Codesria Gender Institute Fellow. Dr. Salih Dione a été le chef du département d'anglais entre 2020 et 2023 et il est actuellement le directeur du laboratoire d'études africaines et postcoloniales de l'école doctorale Arts, civilisation et culture et des archives. Ses principaux domaines de recherche comprennent la géopolitique, les relations internationales, l'économie, la santé, le genre, les sexualités, les conflits de l'Afrique et ses diasporas, la culture, la migration, les identités, le panafricanisme, le postcolonialisme, la littérature africaine, la littérature orale et écrite, la traduction, les questions de développement, de mémoire, d'historicité, entre autres sujets. Voilà, il a publié beaucoup d'articles scientifiques portant sur les mêmes thèmes. Voilà. Dr. Salih Dione a également présenté des communications dans plusieurs universités, à l'Université Anta Diop, Coastal Carolina, au USA, en Allemagne aussi à Tübingen, au Ghana. Donc, il a eu autant de communications et d'articles qu'il a publiés. Donc, mais nous en limitons à cela seulement pour risque de temps. Alors, nous avons aussi Amara Diabaté, voilà, Amara Diabaté qui est titulaire d'une thèse unique de doctorat en littérature et civilisations africaines des pays anglophones, obtenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, en 2021. Il est enseignant-chercheur assistant en littérature et civilisation africaine des pays anglophones dans la même université. Il est également titulaire d'un master en culture de la paix, obtenu à la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Ses principaux domaines de recherche s'orientent selon les axes suivants: littérature et crise sociopolitique, les littératures diasporiques africaines anglophones, l'esthétique des mutations transculturelles, les représentations des crises africaines, la problématique des crises écologiques en ce 20e siècle, 21e siècle. Nous avons aussi enfin Louis Nana, qui est docteur en littérature africaine francophone de l'Université de Tübingen en Allemagne et de Cergy-Pontoise, et de Cergy du moins, Paris Université en France. Sa thèse s'intitule sur Penser l'en commun dans l'Afrique contemporaine, communauté et temporalité ensevêtrées dans les romans africains de Leonora Miano. Depuis 2021, il est assistant de recherche wissenschaftliche Mitarbeiter à la chaire de français et d'italien de l'Université de Tübingen et coordonne depuis 2024 le master de culture du Sud global dans la même université. Il est l'auteur notamment de deux articles, Figuration of Returning to the Community in Leonora Miano's African Novel, présenté dans la revue Philosophia Africana, dans le volume 22 de Q University avec le professeur Susan Gomigo. Et aussi un autre article, Une utopie dans l'utopie, penser la question de l'africanité dans Rose Imperatrix de Leonora Miano, euh, euh, publié dans la revue French Study in Southern Africa. Parmi ses intérêts de recherche figurent la question du futur et de l'espérance dans la littérature, les arts, les films et la philosophie africaine et afro-diasporique. Alors, très riche, nous nous réjouissons de vous avoir avec nous. Sans tarder, nous allons commencer par professeur Dione. Vous avez chacun 20 minutes. Après, à la fin, on va commencer à la discussion parce que les sujets pourraient être traités parallèlement. Merci. Et à vous la parole, professeur Dione. Merci beaucoup pour cette présentation que je trouve vraiment très gentille et merci également d'avoir accepté de présider ce panel.
Je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs de cette conférence. Quand on voit le programme, on se rend compte quand même que c'est vraiment une conférence très riche qui a été plein d'échanges, mais également de discussions. Je remercie également Nana pour m'avoir invité à participer à cette conférence. Le thème de ma conférence était prévu en anglais. Maintenant, j'ai été obligé de présenter en français. Donc, ça porte sur la politique de soins et des pratiques non hégémoniques en Afrique de l'Ouest. Donc, la première question que nous allons nous poser est la suivante. Que signifie politique et pratique non hégémonique? S'agit-il de ces euphémismes politiquement corrects, tels que pays en voie de développement, ou bien pays sous-développés, ou bien pays du Sud, ou bien pays du Sud global? Pour une meilleure prise en charge de l'hégémonie culturelle et du savoir, nous avons fait appel à l'afrocentricité, à l'écologie postcoloniale et de l'hégémonie. Un concept développé à la suite du théoricien marxiste non conformiste italien Antonio Gramsci. Ce dernier part du postulat que la conquête du pouvoir présuppose celle de l'opinion publique. Il décrit la domination culturelle de la classe dirigeante. Ici, on considère que c'est l'Occident, ainsi que le rôle que les pratiques quotidiennes et les croyances collectives jouent dans l'établissement des systèmes de domination, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel ou bien dans le domaine sanitaire. Dans la philosophie marxiste, l'hégémonie culturelle est la domination d'une société culturellement diversifiée par la classe dirigeante qui façonne la culture de cette société, les croyances et les explications, les perceptions, les valeurs et les mœurs, de sorte que la vision de la classe dirigeante de l'Occident devient la norme culturelle acceptée. Ce concept cherche à rendre compte de l'emprise des représentations et des valeurs des classes dominantes et les croyances collectives, tel que le cas entre la pratique de la médecine traditionnelle et celle dite moderne en Afrique moderne occidentale, en Afrique de l'Ouest. Les politiques et pratiques non hégémoniques s'intéressent aux liens qui existent entre la nature et la médecine traditionnelle ou non conventionnelle, qui désignent tout un inventaire de connaissances, de savoirs, de pratiques, de croyances adoptées et assimilées au fil des générations. Ceci nous permettra de rendre compte de la proximité entre l'homme et la nature. Sous ce rapport, cette communication traite des savoirs dans les pays dits en développement, en Afrique de l'Ouest. Cependant, pour nous, il est plus approprié de nous départir de l'énumération convenue des stigmates utilisés pour désigner les pays du Sud global, tels que la pauvreté, l'illettrisme, les épidémies, faiblesse des investissements, des infrastructures, mode de vie non approprié, tout ce qui est négatif et qui compte. Nous vous entendons. OK. Donc, la première partie va porter sur hégémonie médicale et pratique de décodage des acteurs subalternes. La notion de pratique non hégémonique renvoie pour nous à des dimensions essentielles d'un type de savoir incarné par des intellectuels, pas au sens eurocentrique ou occidental du terme, mais par des personnes qui détiennent un savoir, des savoirs acquis dans leur propre culture à travers l'apprentissage, l'initiation, par ce qui convient d'appeler maladie initiatique, par l'héritage, mais également sous d'autres formes. Les pratiques non hégémoniques sont dominées dans la production et la reproduction de la connaissance scientifique. Ces idées étaient déjà présentes dans le concept de science périphérique, qui est d'ailleurs employé dans les travaux portant sur l'Argentine. La science périphérique désigne l'activité scientifique des pays qui participent aux grandes collaborations internationales, mais souvent attribuées des fonctions secondaires dans les programmes élaborés dans les pays dits hégémoniques. Ces pratiques non hégémoniques n'ont pas d'instruments financiers et ne bénéficient pas de politiques sanitaires capables d'agir sur les grandes tendances de la production de savoir dans le monde. Cependant, des marges de manœuvre existent encore, d'une part à l'échelle nationale, pour agir sur leur propre production de connaissances face à une pratique médicale hégémonique, la médecine moderne. L'État
de bonne santé dépend de multiples interactions entre génome, environnement et comportement. Il n'est pas en soi naturel. L'environnement naturel peut être hostile du fait d'une difficulté d'accès à la nourriture ou à l'eau ou à la présence de microbes pathogènes qui ont coévolué avec l'homme. Ces conditions furent celles de l'homme jusqu'au néolithique et parfois au-delà, le conduisant à chercher à transformer son environnement, c'est-à-dire la nature, à son profit. Avec la décolonisation puis la globalisation ou la mondialisation, la question s'est posée d'une politique et pratique de soins qui ne soit pas réductible à une vision du monde occidental, mais qui intègre les spécifiques empiriques et les points de vue extra-occidentaux. Même si la question de l'hégémonie épistémologique, ontologique, financière, linguistique et institutionnelle occidentale ne se résume pas à la question coloniale et post-coloniale, notamment pour les sociétés du Sud global, les discussions internationales en cours sur cette question de l'hégémonie au sein des politiques et pratiques de soins portent pour une grande partie sur les enjeux de la post-colonialité. Ainsi, on pourrait penser que ces débats sont lointains, globaux et ne concernent pas vraiment l'ordinaire de la théorie et de la pratique sociologique, sanitaire et médicale, notamment en Afrique de l'Ouest. Or, c'est précisément l'objet de cette communication que de montrer que ces discussions concernent le cœur même de la non-hégémonie, du récit qu'elle fait d'elle-même, du canon de ses pratiques traditionnelles et la manière de les adapter et adapter, de la capacité qu'elle a à rendre compte des rapports sociaux transnationalisés, au-delà des limites du nationalisme dans les pratiques et les politiques de soins non hégémoniques. La critique postcoloniale est en effet d'autant plus rude envers les pratiques hégémoniques de la médecine moderne, dite classique, qu'elle apparaît manifestement fondée. D'un côté, les pratiques hégémoniques sont en effet longtemps été aveuglées à leur occidentolocentrisme, c'est-à-dire à leur association étroite avec un point de vue moderniste, légitimement les hiérarchies évolutionnistes et coloniales entre tradition et modernité, communauté et société, nature et culture, ethnologie et sociologie, histoire de l'Occident et histoire du monde, du reste du monde, point de vue universel, c'est-à-dire occidental, et point de vue situé, c'est-à-dire extra-occidentaux. En effet, en Afrique de l'Ouest, la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont des pratiques de santé avec des approches, des connaissances et des croyances intégrant les plantes, les animaux et les minéraux, les thérapies spirituelles et les techniques manuelles qui sont appliquées séparément ou en combinaison avec le seul objectif de maintenir le bien-être de l'être humain et de la nature. Ainsi, leur proximité avec la nature réside dans l'utilisation de connaissances, de compétences et de pratiques basées sur des théories, des croyances et des expériences propres à différentes cultures, explicables ou non, utilisées dans le maintien de la santé. C'est ainsi que le concept de proximité permet de considérer la pluralité des savoirs au sein d'une écologie de la connaissance. Plaidant pour une interconnaissance et contre un paradigme de connaissance hégémonique, l'écologie postcoloniale et l'impérialisme écologique permettent d'exhumer cette proximité avec la nature et les pratiques de santé plus universelles à travers la médecine traditionnelle et la médecine moderne avec la nature comme élément central dans la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement des maladies physiques, mentales et socioculturelles. L'évolution des pathologies au cours de l'histoire de l'homme d'une part et la place respective des pensées rationnelles et magiques à l'heure de la révolution scientifique de la médecine d'autre part, montre certes que la médecine traditionnelle coexiste avec la médecine moderne, de la même manière que les deux médecines coexistent avec la nature comme source de pratique et soins médicaux. Cette coexistence s'explique d'une part par la présence des hôpitaux, des centres de santé et d'autre part par la présence des guérisseurs qui soignent les maladies et en recourant à la médecine traditionnelle, mais également aux plantes. En Afrique, la santé est considérée comme la première préoccupation de tous les membres du clan. La notion de santé, surtout la bonne santé, implique le corps physique et psychique. C'est donc le désir de tout être de vouloir rester en bonne santé. La maladie paraît comme un dysfonctionnement bouleversant la bonne santé de l'être et de son être. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, la bonne santé, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est la vie même de l'homme. Sous ce rapport, la socialisation du phénomène maladie atteint ainsi un degré élevé. C'est ce que pense aussi Adam en disant que la maladie et la santé se définissent donc en fonction des exigences et des atteintes
et des attentes en fonction des exigences et des attentes liées à notre environnement, à nos insertions et à nos relations familiales et professionnelles et environnementales. Par exemple, est constitue au sens propre des états sociaux. La maladie est considérée comme une manifestation extérieure du mal. C'est une altération des fonctions normales de l'organisme humain. Et celui qui l'a subi manifeste des inquiétudes énormes. Par ailleurs, dans la culture ouest africaine, la maladie est considérée comme un corps étranger indésirable, une mauvaise force. C'est un désordre qui entre dans le corps de l'homme. La maladie affecte non seulement son physique, mais aussi son esprit et celui de son groupe parental, voire son entourage. Donc, la santé au naturel, nature et bien-être social et physique. Depuis toujours, et partout dans le monde, particulièrement en Afrique de l'Ouest, la nature soigne les humains. Ils utilisent les plantes médicinales propres au milieu dans lequel ils vivent, selon des savoir-faire propres à leur culture. Depuis l'Antiquité, exemple, la lavande est reconnue pour ses propriétés calmantes et digestives. Le génépi est apprécié des montagnards comme pour combattre les coups de fatigue lors d'efforts physiques en altitude. La naturopathie est classée par l'Organisation mondiale de la santé parmi les médicines mondiales et peut être définie comme l'ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Elle figure parmi les pratiques de médecine traditionnelle qui comprennent également la phytothérapie, l'aromathérapie ou l'herboristerie, par exemple. Le contact avec la nature diminue le stress. En 1986, deux scientifiques américains, Ulrich et Robert Simon, ont démontré que la vue des plantes diminuait les symptômes physiologiques liés au stress, baisse de la tension musculaire, rééquilibrage du rythme cardiaque. Depuis, de nombreuses études ont confirmé un lien entre le bien-être des humains et la nature. La chercheuse en psychologie environnementale, Alice Koske, en dresse un panorama exhaustif dans l'article Pourquoi la nature nous fait du bien. Les scientifiques expliquent. C'est ainsi que certaines thérapies reposent sur le contact avec la nature. Il existe l'hortithérapie, le soin par le jardinage. Et il existe des jardins thérapeutiques intégrés à des établissements de soins. Ces jardins offrent un accès à l'extérieur, apportent bien-être et réconfort et sont l'occasion pour les patients de prendre soin des vivants. Le jardin comme espace géographique essentiel, lieu symbolique d'une bonne nature, réduction du monde. À travers les dictionnaires de la géographie et de l'espace des sociétés ouest-africaines, il convient ici d'explorer la sylvothérapie, qui est connue au Japon et reconnue depuis 1982 comme une médecine préventive dans ce pays. En Afrique, cela se résume par des bains de forêt dans cette culture sous forme de rite ou rituel. Immersion sensorielle au contact des arbres. Le docteur King Lee, auteur de L'art et la science du bain de forêt, expose ses bienfaits suite à des recherches qu'il a menées sur 8 ans. Renforcement du système immunitaire, réduction de la pression artérielle, baisse du taux de glycémie, amélioration de la concentration et de la mémoire. Le contact avec les animaux est également bénéfique pour la santé mentale et peut parfois être intégré dans une approche thérapeutique. Une pratique appliquée par les bergers ouest-africains, exemple les Peuls. Des bactéries nécessaires à l'organisme. Sur le plan biologique, le contact avec la nature renforce les défenses immunitaires par l'exposition aux bactéries de l'environnement lors des balades en forêt ou lorsque l'on jardine les mains dans la terre. C'est ce que concluent plusieurs études japonaises, notamment les travaux sur les bains de forêt du Dr. Kingley, ou encore les travaux du Dr. Christopher Lowry sur les bactéries. Marche en plein air. La randonnée peut également se révéler curative et soignante. La marche en plein air combine contact avec la nature et activité physique. La marche est le meilleur remède pour l'homme, prononcé déjà Hippocrate il y a 2000 ans. Depuis, les fleuris sur le sujet et tous convergent. Marcher a un impact positif sur la santé,
au niveau corporel et psychique. L'écopsychologie prend soin de soi et prend soin de la terre. L'écopsychologie cherche à comprendre les relations que la psyché entretient avec la nature. Elle invite à interroger l'influence de notre rapport à la nature et plus largement de notre rapport à l'environnement dans notre fonctionnement psychologique. Elle postule que la planète, la communauté humaine, autant que nos vies intérieures souffrent de notre perte de lien avec le vivant, nous disent Ramonus et Guerin, auteur notamment d'un site ressource sur l'écopsychologie. Un long processus historique a opéré cette séparation entre les humains et la nature qui conduit aujourd'hui les humains à détruire leur propre maison. L'écologie intérieure proposée par l'écopsychologie implique de reconnaître la souffrance que la société technologique engendre en nous en redonnant une place à nos sensations et émotions, notamment pour renouer avec notre part archaïque. Le guérisseur ouest-africain est la connaissance des pathogènes. Tout naturellement, le guérisseur, le praticien est l'homme qui doit, à base des connaissances des plantes médicinales et des maladies, soulager les malades. Il est censé identifier les pathogènes avant d'appliquer les traitements appropriés pour les combattre. En Afrique de l'Ouest, comme c'est la plupart des peuples, l'administration de soins curatifs se fait suivant les catégories de patients, catégorisation basée essentiellement sur les critères d'âge et de sexe et de culture. Cette médecine dite empirique, parce que vue sur une langue occidentale, mais rationnelle, au vrai sens du mot, guérissait et guérit encore grâce aux plantes, aux substances minérales et animales issues de la nature avec ses richesses et mystères. De ce fait, la guérison d'un malade en Afrique peut constituer un long processus qui relève de plusieurs facteurs, parmi lesquels la psychologie du malade, le comportement des personnes qui prennent en charge le patient, la cohésion l'harmonie au sein du groupe parental dans lequel appartient le malade, la disponibilité des êtres du monde invisible, la bonne volonté du sorcier, exemple, qui aurait causé le malade pour les maladies du socioculturel, les talents du divin guérisseur. Le traitement peut se faire par des plantes médicinales, des eaux thermales, des thérapies par les animaux ou bien par le jardinage. Désolé, En prof. conclusion, on peut dire que la médecine traditionnelle africaine, en général, ouest-africaine en particulier, est une des preuves qui atteste le degré de l'évolution de l'intelligence de l'homme et de ses aptitudes à s'adapter à son écosystème, à exploiter ce dernier pour son bien-être. Il ne fallait pas attendre l'arrivée de l'homme blanc ou bien de la colonisation, dit Mayambo, pour résoudre les problèmes de santé. C'est pourquoi nous pensons que la médecine traditionnelle est un modèle de comportement pour l'homme, car c'est à travers elle que toutes les sociétés cherchent à maîtriser leur vie et à s'affirmer dans leur environnement. C'est dans ce sens que Manjumba abonde pour dire que la médecine traditionnelle est le socle même de la médecine moderne, car c'est à travers elle que les hommes ont pensé à la médecine moderne. Et toute société ou race au monde a au départ pratiqué la médecine de leurs ancêtres avant l'introduction de la médecine dite moderne. Disons donc que la médecine traditionnelle en général existe depuis que l'homme a senti la nécessité de recourir aux produits naturels pour soulager un mal, pour soigner les différentes pathologies qui l'entourent. Cette médecine est appliquée chez les populations ouest-africaines par des hommes bien formés, les divins guérisseurs, donc les tradipraticiens. L'entrée dans le cercle des guérisseurs est comparable à celui qui se fait dans le domaine de la sculpture ou bien de la médecine. On peut donc devenir guérisseur soit par héritage, soit par apprentissage ou initiation, soit encore par la révélation. Les deux premières possibilités d'acquisition de connaissances thérapeutiques vont presque ensemble dans la mesure où elles exigent un enseignement médical au préalable. Ici est de signaler au préalable que la médecine traditionnelle fabrique ses médicaments à base des essences végétales, animales, minérales, dont on recourt à la nature. D'un côté, avec sa tradition durkheimienne fondée sur un modèle évolutionniste de société moderne, qui serait réalisé par des États-nations, la sociologie de la médecine a été au centre de cette sociologie médicale classique, faisant de l'exceptionnalité historique des sociétés européennes le standard, la modernité et le référent des concepts même de la médecine. De notre côté, il y a une vision aveugle
même sur le nationalisme méthodologique des pratiques et des politiques de soins. Et cela s'explique en partie par son intérêt tardif par des questions, sur des questions coloniales, post-coloniales, d'ethnicité, au-delà de la question de l'intégration des guérisseurs. Des médecines complémentaires qui prennent l'humain dans son ensemble. À l'inverse, les médecines traditionnelles partent d'une approche plus globale qui associe souvent corps, esprit, environnement du patient. Le traitement qui en résulte est totalement individualisé. L'utilisation des médicaments à base de plantes à travers le recours à la nature dans le cadre d'une approche globale de la santé. Depuis toujours et partout dans le monde, particulièrement en Afrique de l'Ouest, la nature soigne les humains. Depuis peu, l'accès à la nature est même devenu un service ou un bien qui se vend. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur John, pour votre belle présentation. Voilà, nous allons revenir pour le condensé des questions. Pour le moment, nous allons passer avec Amara Diabaté qui va nous présenter Nature et écriture littéraire, une approche de Jeffermis Prouat de Ben Okri. Amara, vous avez la parole. 20 minutes. Après, nous allons faire le condensé des questions. Voilà. Vous nous entendez, Amara? Bonsoir. Ok, Oui, je vous entends, je vous entends. Merci. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, ça marche. Ok, Vous avez bonsoir encore. Je vais Bonsoir. remercier tous les panélistes, ok, également le modérateur, l'UNANA, tout le monde. Dis merci également au professeur John pour son exposé brillant. Ok, notre sujet intitulé Nature et écriture littéraire, une approche de famille rose de Ben Okri. Ok, il faut dire que nous sommes partis d'un constat. Ok, nous sommes partis d'un constat. Aujourd'hui, le monde est sujet de crises à tous les niveaux, que ce soit les crises sanitaires, les crises politiques. On peut mentionner les guerres, les feux, les dévastations forestières, comme on le constate aux États-Unis, un peu partout. Ok, les crises de santé avec COVID-19, Ebola, et tout récemment, la variole des singes. Ok, donc nous sommes partis un peu de ce constat-là à travers le monde. Et en clair, il faut dire que la planète est malade. La planète souffre d'un cancer vertigineux. Et il faut se poser d'énormes questions. Et à travers ces questions, la littérature aussi va apporter son grain de sel. OK? En apportant son grain de sel, comme les géographes l'ont fait, comme les historiens l'ont fait, comme les scientifiques du domaine de la médecine l'ont fait. Et la littérature également va entrer dans ce domaine et se poser d'énormes questions sur les crises que vivent les êtres humains actuellement, surtout la crise écologique. Donc ici, il s'agit de comprendre ou encore de mettre en exergue comment à travers la littérature, on comprend les questions écologiques. Voilà, comment à travers la littérature, on va essayer de comprendre les questions écologiques. Et l'un des écrivains qui s'intéresse à ce domaine, c'est bien Ben Okri. Okay? Ben Okri, qui est d'origine nigériane, mais qui vit aux États-Unis. Donc, il faut dire que Ben Okri est en deux sphères culturelles, les États-Unis et le Nigeria. OK. Lorsque nous avons planté ce décor, mais il faut dire que, en introduction, il faut dire que ce siècle est marqué par un bouleversement majeur. Il voit émerger une conscience écologique passant face aux défis environnementaux sans précédent. La littérature, en tant que miroir critique de la société, s'est emparée de ces questionnements, offrant un espace de réflexion sur les relations complexes entre l'homme et la nature. Okay. Offrant un espace de réflexion complexe entre l'homme et la nature. Dans ce contexte, l'œuvre de Famish Road de Ben Okri se présente comme une œuvre emblématique qui explore les tensions entre modernité et nature dans le contexte nigérien. OK. Toutefois, pour aborder ce sujet, nous sommes partis de l'éco-sémiotique. Comme vous pouvez le constater, on a d'une part des symptômes qui est éco et d'autre part, on a sémiotique. OK. Pour aller rapidement, il faut dire que la sémiotique, comme théorisé par Roland Barthes
et Charles Saunders, c'est l'étude des signes et des symboles. Voilà pourquoi on va s'intéresser à la nature. Quels sont les symboles, les signes que la nature présente dans l'œuvre de Ben Okri pour comprendre la crise environnementale et la crise écologique. OK? Donc, je vais dire un petit mot rapidement sur l'éco-sémiotique. Qu'est-ce que c'est que l'éco-sémiotique? L'éco-sémiotique, en tant que méthode d'analyse, permet d'examiner les signes et symboles environnementaux dans le texte littéraire. Cette approche combine les outils de la sémiotique traditionnelle, comme je vous l'ai dit, avec Roland Barthes et Sanders Peirce, avec une sensibilité écologique relevant comment le texte encode les relations homme-nature. Donc, il faut comprendre ici les relations entre l'homme et la nature. Donc, c'est un peu ça, l'éco-sémiotique. Maintenant, si nous partons de l'éco-sémiotique, il faut s'appuyer sur un théoricien dans le domaine. Okay. Voilà pourquoi nous allons nous appuyer sur la méthode de Charles Saunders Peirce, qui dit que tout s'étudie à partir des symboles. Tout s'étudie à partir des symboles. Donc, nous allons voir comment l'œuvre littéraire propose des symboles pour pouvoir comprendre les crises écologiques. Okay. Dans ce cadre, ou encore dans ce mot signifiant, nous allons étudier une première partie qui s'intitule « La crise écologique comme paradigme littéraire ». Donc, il faut comprendre ici qu'à travers l'œuvre littéraire, on comprend aisément les phénomènes écologiques. OK. La littérature contemporaine, particulièrement dans le contexte postcolonial, s'est appropriée la question environnementale comme thème central. Cette préoccupation reflète une prise de conscience, une prise de conscience globale des enjeux écologiques et de leurs implications sociales. Il faut comprendre aujourd'hui que les sociétés humaines sont confrontées à de nombreuses crises. Comme à l'entente de mes propos, je l'ai dit, et nous voyons un peu les crises, les tsunamis, les feux de brousse dévastateurs, comme on a vu un peu en Europe, même en Afrique. Donc, l'œuvre littéraire, en tant que signifiant, participe à ce débat. Voilà pourquoi Ben Okri, il va entamer une procédure à travers l'œuvre littéraire pour comprendre la crise écologique. D'abord, il faut situer le contexte de publication de l'œuvre. Nous sommes dans les années 90-91. L'œuvre de Ben Okri apparaît sur la scène littéraire. Et nous voyons également les bouleversements qui apparaissent à ce moment. Le monde qui était un monde bipolaire, on a l'éclatement de l'URSS des années 1989, 90, 91. Il faut comprendre également ces moments de crise-là. Donc, Ben Okri va essayer de situer son œuvre littéraire dans cette période-là. Lorsque nous évoluons, nous constatons la symbolique naturelle dans l'œuvre romanesque de Ben Okri de Famechwood. Rapidement, je vais vous donner les différents éléments qui symbolisent le roman en matière écologique. Le roman de Ben Okri déploie un riche système de symboles naturels. La première, c'est la forêt comme espace liminal entre tradition et modernité. L'œuvre littéraire va nous présenter un espace liminal. Liminal qui veut dire ouverture entre la tradition et la modernité. C'est-à-dire, la modernité aujourd'hui, avec l'urbanisation grandissante, va agir sur tout ce qui existait dans les traditions en termes comme destruction. Deuxième élément, c'est le fleuve comme symbole. Comme je vous ai dit, la sémiotique, c'est l'étude des symboles. Le premier élément, c'était la forêt comme symbole. Le second élément, c'est le fleuve comme métaphore de la continuité et du changement. Le fleuve ici se positionne comme une métaphore de la continuité et du changement. En ce sens que le fleuve va faire comprendre aux êtres humains qu'il faut penser également à la nature. Il ne faut pas se lancer à une destruction vertigineuse. Le troisième élément, c'est la terre. La terre dans l'œuvre de Ben Okri, qui va nous dire que la terre est affamée comme une représentation de l'exploitation environnementale. Donc, pour résumer cette partie, on va dire, en matière de symbolique naturelle dans le roman de Ben Okri, on a la forêt comme espace liminal entre tradition et modernité,
le fleuve comme métaphore de la continuité et du changement, la terre affamée comme représentation de l'exploitation environnementale. Maintenant, on peut se poser aussi des questions. Quelles sont les tensions écologiques dans les fameux rôles de Ben Okri? Également, à ce niveau, il y a 3 niveaux selon ce paradigme. On a la modernisation et ses impacts. Nous voyons aujourd'hui, la modernisation a laissé des traces dans la société des êtres humains, au point où il n'y a plus de repères dans nos sociétés. Et cela va créer des crises écologiques. Deuxième élément, c'est la déforestation et urbanisation galopante. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un constat en Afrique, l'urbanisation galopante a laissé des traces énormes dans la compréhension ou encore dans les questions de déforestation. Il y a également la pollution et la dégradation environnementale qui participent également à cette compréhension des crises écologiques. Second élément, c'est la résistance de la nature. Ben Okri va nous montrer comment la nature résiste face à ces comportements des êtres humains. Et à ce niveau, Ben Okri va nous parler de quoi? De la manifestation surnaturelle comme expression de la nature. La nature va se révolter face au comportement malsain des êtres humains. Et nous voyons aujourd'hui, même s'il y a des catastrophes naturelles, mais il y a également des catastrophes qui sont créées par les êtres humains. Il y a également la présence des esprits comme gardiens de l'équilibre écologique. Il faut dire que dans la tradition africaine, les esprits sont d'une importance capitale. Et ces esprits sont comme des gardiens de l'équilibre écologique. Donc, Ben Okri va interpeller les uns les autres pour dire, la nature nous parle à partir des esprits. Donc, il faut prendre cela en compte. Il y a également le cycle naturel persistant malgré la modernisation. La nature également, en termes de tradition, va s'améliorer et il fait une prise de conscience aux êtres humains concernant la modernisation dans nos sociétés. C'est à ce niveau que nous allons entamer notre grand 2, qui est l'écriture comme médiation écologique. L'écriture littéraire devient comme une médiation écologique. En premier point, on a la narration écologique. Dans cette narration écologique, on a l'utilisation du réalisme magique. Il faut dire que le réalisme magique est une technique dans la littérature africaine pour représenter des faits qui sont liés à des esprits et à des dieux dans nos sociétés africaines. Donc, il y a l'utilisation du réalisme magique pour transcender la dichotomie nature et culture. On a la voix narrative incarnant la conscience écologique des uns et des autres. Dans l'œuvre de Ben Okri, on note qu'il y a des personnages qui vont interpeller les êtres humains sur leur comportement afin que la société soit encore plus paisible. Il y a également la temporalité cyclique, reflétant les rythmes naturels. Dans cette temporalité cyclique, il faut noter que l'œuvre littéraire part d'un constat amer pour interpeller les êtres humains sur des comportements qui sont désobligeants vis-à-vis de la société. À ce niveau, on peut se dire quelle est l'implication ou encore l'engagement environnemental. Le roman propose une forme d'activisme environnemental à travers la dénonciation des pratiques destructrices. C'est ce que l'œuvre romanesque va faire. En deuxième lieu, l'œuvre va valoriser des savoirs traditionnels sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir améliorer notre système écologique. Il y a également la promotion d'une éthique environnementale. Pour Ben Okri, il faut, en tout cas, dans la société des êtres humains, proposer une éthique environnementale afin que la société soit encore plus paisible. Aujourd'hui, quelle est l'implication contemporaine? On a la résonance actuelle. L'œuvre de Ben Okri résonne particulièrement avec les préoccupations contemporaines. On a la crise climatique globale, les mouvements de justice environnementale, la quête d'alternatives au développement destructeur. Mais Ben Okri ne s'arrête pas là. Lorsque on lit attentivement
l'œuvre de Ben-Okri, on comprend que l'auteur propose une perspective ou encore un futur radieux aux êtres humains, mais Ben-Okri donne des pistes. Dans ce sens, le roman suggère des pistes pour repenser notre rapport à la nature. Comment les êtres humains doivent se comporter vis-à-vis de la nature. Le premier élément qui va mettre en exergue, c'est la réconciliation entre la tradition et la modernité. Il faut trouver un fil conducteur qui va trouver le juste milieu entre la tradition et la modernité. Il y a également le développement d'une conscience écologique. Aujourd'hui, Ben-Okri propose que la crise écologique soit enseignée depuis l'école primaire aux enfants jusqu'à l'université afin que chacun puisse prendre conscience de ce phénomène. Il y a également Nous ne vous entendons plus. une nécessité d'approche. En conclusion, en tant que roman de Ben-Okri offre une contribution significative à la réflexion sur les relations homme-nature à travers une écriture novatrice et sa sensibilité écologique. Ben-Okri propose une vision qui transcende les oppositions traditionnelles et suggère de nouvelles modalités de coexistence entre l'humanité et son environnement naturel. Ok, voici un peu, voilà, je n'ai pas voulu faire un test, mais c'était pour faire un peu, voilà, de manière, comme on le dit chez nous, de manière ramassée, proposer quelque chose. J'espère que le modérateur a compris quelque chose, les autres panélistes aussi ont compris quelque chose. C'était un peu ça mon passage. Merci beaucoup, merci, Voilà. M. Diakité, pour cette brillante présentation et aussi la justesse dans le temps. C'est vraiment super. Nous allons revenir pour les questions, il y en a quand même. Et pour le moment, lui, Nana va présenter le sujet. Retourner à la terre, ultime retour aux sources dans les romans africains francophones. Lui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci aux autres panélistes. Je veux partager l'écran pour... c'est juste pour... excusez-moi. Donc, dans cette communication, je m'intéresse à une posture ou un mouvement dans le sens de geste que l'on observe un peu dans la littérature, que j'observe dans la littérature africaine francophone. Donc, il s'agit du retour à la terre. Donc, je vais expliquer ce que j'entends par terre et même par retour à la terre. Mais j'aimerais d'abord faire remarquer que la question de la terre et du rapport à la terre n'est ni étrangère ni nouvelle dans cette littérature. Donc, on retrouve cela depuis les premières œuvres et jusqu'à ce jour, il y a un intérêt pour ce sujet. On ne peut ne pas aborder la littérature africaine en général et francophone particulièrement sans évoquer le rapport entre les écrivains et la terre, ou même à l'intérieur des œuvres sans évoquer le rapport qu'il y a entre les personnages et la terre. Et c'est ce que la critique littéraire Denise Coussi fait remarquer dans son ouvrage Synthèse un peu de la littérature, sur la littérature moderne au sud du Sahara, qu'elle a publié en 2000, en évoquant que dans leur désir de donner à voir et à entendre l'Afrique, les auteurs africains ont fini, de manière inconsciente ou non, par décrire la symbiose avec le décor naturel ou la passion pour la terre, et avec une grande intensité. Et ce faisant, cette invocation de la terre dans la littérature africaine au sud du Sahara ne se borne pas à décrire l'accord cosmique de l'homme avec la nature, tout comme elle n'a jamais été ni uniforme ni simplificatrice. Donc, en parlant donc de la terre, nous reconnaissons, donc je reconnais ce fait littéraire de la présence du sujet dans la littérature africaine en général et francophone en particulier. Mais puisqu'il s'agit de parler du retour à la terre avec une majuscule initiale, cela suppose aussi un détachement, parce que tout retour suppose un détachement primordial, un éloignement préalable à la terre qui exige qu'il faille y retourner.
Donc, l'hypothèse sur laquelle je bâtis ma réflexion est que retourner à la terre est une composante de l'un des thèmes importants des littératures africaines. Ce thème, c'est le retour aux sources, c'est-à-dire le désir de retourner à ce qui est considéré comme le point d'origine, le point d'authenticité et la réalisation de ce projet selon une modalité ou une autre. Et en fait, ce que j'interroge, c'est la possibilité et que je pose sur la table pour la discussion, c'est la possibilité que le retour à la terre soit l'ultime retour aux sources, l'ultime forme sous laquelle se présente le retour aux sources. J'aimerais rendre ma problématique plus claire et établir une différence entre ce que j'appelle le retour à la terre et d'autres formes du retour aux sources, afin de mieux faire percevoir pourquoi je fais cette hypothèse que le retour à la terre m'apparaît comme la forme ultime du retour aux sources. Et pour cela, j'aimerais rappeler brièvement que le désir et le projet du retour aux sources concernaient au premier abord les Africains déportés durant la période de la traite transatlantique, qui voulaient retourner à leur pays natal aussitôt qu'ils y avaient été arrachés. Les générations d'afro-descendants ont porté ce désir et ce projet du retour jusqu'à ce que dans la première moitié du XXe siècle, des personnages importants comme Webb Du Bois et Marcus Garvey s'y investissent au point de le théoriser, puis de le réaliser concrètement à travers des projets qui ont donné lieu à ce qu'on appelait Back to Africa, qui continue d'ailleurs jusqu'à ce jour avec des afro-descendants qui soit des Amériques ou alors de l'Europe qui décident d'aller s'installer en Afrique. Et sous l'influence noire américaine, les écrivains de la négritude, entre autres, feront également du retour aux sources une préoccupation de leur littérature et même de leur politique. Et Senghor écrivait déjà en 1959 qu'étant plongé dans une sorte de désespoir panique, sans horizon, à soi une révolution efficace exigeait de se débarrasser des vêtements de l'assimilation et affirmer leur négritude. Cela, dans leur pratique poétique, notamment, passait par la redécouverte de ce qui, pour eux, représentait leur source. Et plus tard, dans la littérature de l'immigration, le même désir de retourner est exprimé par certains écrivains. Dans ces différents cas, le retour est littéraire, il est symbolique ou métaphorique, mais il est aussi physique. Et quelle que soit l'époque et la condition, l'Afrique reste le retour, la terre du retour, celle où se trouve la source, les racines, la matrice, le point de départ à retrouver. Elle est la terre-mère, mais le sens qui est attribué à la terre, ici tient davantage, et au retour à la terre, tient davantage un peu de la métaphore et de la géographie. En effet, pour les afro-descendants notamment, l'Afrique en tant que terre-mère est le lieu auquel ils peuvent à nouveau se connecter spirituellement. Donc, c'est un ensemble, c'est le berceau d'un certain nombre de valeurs spirituelles auxquelles ils peuvent se reconnecter et qu'ils peuvent retrouver. Quand ils font des voyages physiquement sur le continent, c'est bien sûr pour toucher le sol, mais également pour se reconnecter à leurs traces. Pour d'autres, la notion de terre est assimilable à celle du terroir. La poésie de Senghor, par exemple, qui reconnaissait lui-même dans son œuvre poétique, la présentation de son œuvre poétique, bon, pas la présentation en elle-même, mais l'introduction, je voulais dire l'introduction à Éthiopique, il reconnaissait que toute sa poésie, principalement, concerne son canton. C'est les souvenirs de ces espaces qu'il a connus, et des expériences qu'il a vécues dans ces espaces-là. Donc, c'est son terroir. Césaire nous présente son terroir. L'Afrique, c'est son terroir. Et donc, l'Afrique, c'est le lieu de leur naissance, qu'ils retrouvent dans leurs souvenirs et aussi physiquement en faisant le voyage-retour. Mais si ces différents sens entrent en compte, lorsque je parle de retourner à la terre, j'aimerais davantage insister sur le retour littéral à la terre.
la terre elle-même étant comprise de manière tout aussi littérale. En d'autres termes, il s'agit du rétablissement d'une relation physique, tactile, avec cet élément solide qui nous porte, humains et animaux, et sur lequel poussent les végétaux, et qu'on peut considérer comme le sol ou la glaise. Et pour ça, je vais principalement m'appuyer sur le récit de Gaston Polyphar, La verticale du cri, qui est un récit initiatique du romancier, poète et essayiste camerounais. La verticale du cri raconte, bon, c'est le récit, on ne sait pas très bien si c'est fictif, fictionnel. Je veux dire, si bon, l'événement qui est raconté n'est pas fictif, il s'est vraiment passé. C'est l'initiation à l'animisme d'un personnage qui se présente comme l'auteur lui-même, qui est narrateur, et qui s'appelle Epha, E-P-H-A. C'est un personnage le narrateur, qui est professeur de philosophie en France et qui retourne au Cameroun au début des années 2000 afin de rencontrer une féticheuse dans la forêt camerounaise, une féticheuse pygmée dans la forêt camerounaise. Et il va faire comme ça des allers-retours afin de rencontrer cette dame sur le conseil de son père, qui le lui recommande un peu avant sa mort. Maintenant, pour parler de retour, comme je le disais, il faut parler d'un déracinement. Donc, ce que j'aimerais relever à travers ce cas d'étude, c'est principalement 3 points. Le premier, c'est comment la distanciation se fait. Donc, l'arrachement, l'éloignement à la terre se fait pour qu'il y ait une nécessité de retourner. Le deuxième point, c'est comment le retour se fait proprement. Le retour proprement dit se fait. Et le troisième, c'est pourquoi, quel est, en fin de compte, l'effet que ce retour littéral à la terre a sur le narrateur, sur le personnage, et donc à partir duquel on peut aussi tirer la conclusion de l'effet de manière générale du retour à la terre. Et donc, quelle est la nature du déracinement dans le cas du retour à la terre dont il est question ici? Il s'agit principalement d'un éloignement de la terre, un éloignement du monde. On s'éloigne du monde, on s'éloigne de la terre, on s'en détache. Et dans le récit, cela est exprimé en ces termes. On peut d'abord prendre, il y a 2 cas, deux manières par lesquelles l'éloignement est exprimé, que je veux relever. Le premier, est exprimé dans cet extrait. Pendant que le narrateur est en train d'échanger avec la féticheuse qui s'appelle Tala, il a ce geste qu'il considère comme un geste de gratitude, mais qui est devenu quelque chose de très banal et d'instinctif. C'est de vouloir faire un selfie, de prendre une photo et immortaliser le moment comme lui-même il dit. Et la dame lui dit, mais tu n'as rien compris, tu n'as donc rien compris. Tu regardes sans voir et tu parles sans comprendre. Et maintenant, tu as ce geste déplacé de faire une photo. Et quand il s'excuse, il dit, oh, pardon, je ne veux pas voler ton âme. Le PowerPoint. Le PowerPoint, ça se voit? Oui, mais ça ne circule pas. Non, c'est bon. Mais vous voyez la citation oui. là? Oui, je viens à la citation. Donc, et là, la dame, la féticheuse lui explique, il ne s'agit pas de cela. Vous voyez la citation, il ne s'agit pas de cela? Non, mais ce n'est pas affiché. C'est la première page qui est affichée. Ok. Désolé, donc je vais faire comme ça. Et là, ça va? Oui, ça va. Donc, je vais faire comme ça. Donc, c'est ce roman que je présente. Et là, c'est la citation. Donc, la dame lui dit, il ne s'agit pas de cela. Tu n'as donc rien compris. Tu n'as donc toujours rien compris. Tu as tout perdu jusqu'à la simplicité du regard.
Tu as besoin d'un écran entre toi et le monde. Tu t'éloignes de toi. Tu t'éloignes du monde. Tes yeux regardent, mais ne savent plus toucher du regard. À présent, tu veux faire des photos pour mieux t'éloigner du présent, pour mieux t'absenter des choses. Chez vous, là-bas, et chez vous, là-bas, ça signifie en Europe, tout se filme, même si cela, mais cela ne fait qu'exhiber votre indifférence au monde. Vous êtes éloigné de tout, y compris de vous-même. Et les photos vous donnent l'illusion d'être encore présent aux choses. Donc, dans cette critique, dans cet extrait, on voit la critique de quelque chose de très puéril, d'un geste très puéril, le selfie, qui est une habitude que nous avons prise, que notre génération a prise pour immortaliser un peu les moments, mais en réalité, c'est d'une manière inconsciente, ça révèle le narcissisme de la société et l'accélération et les écrans dans lesquels, et la colonisation des écrans dans lesquels nous sommes, un peu comme l'exprime Joseph Tonda. Donc, mais ce qui est au-delà du caractère puéril et du narcissisme dont le philosophe fait preuve, qui est le narrateur, fait preuve dans cette scène, il y a que la femme insiste sur sur trois choses. Elle insiste sur la perte en disant « tu as tout perdu » et il dit « vous avez tout perdu, vous vous êtes perdu vous-même ». Elle insiste sur ensuite la séparation. L'écran a mis une séparation entre vous et le monde et l'éloignement. Bien sûr, c'est une sorte de... on va dire une dégradation. C'est une gradation descendante. On s'attendra à ce que ce soit l'éloignement, la séparation, ensuite la perte. Mais justement, elle parle de l'état actuel, la perte provoquée par la séparation qui elle-même est une conséquence ou alors qui va de pair avec l'éloignement. Un autre aspect de l'éloignement à la terre est l'usage qu'on en fait. Dans ce récit, est l'usage qu'on en fait. Ce qui révèle qu'on s'est éloigné de la terre, c'est la manière dont on traite la terre. Et la première présentation a montré comment les Africains ont souvent traité la terre. Mais dans ce cas, la terre est devenue un objet de marchandise. La terre est devenue quelque chose qu'on peut marchander et qu'on peut à souhait, dont on peut à souhait user. Et le narrateur qui commente dit le partage des terres n'était pas un jeu en parlant de la terre en Afrique, de la question de la terre en Afrique. C'était un drame, une guerre. La terre en Afrique est comme un être dont on hérite. Et pourquoi est-ce qu'il fait ce commentaire? C'est qu'il y a une famille qui arrive dans le village pygmée et la famille vit un conflit, un conflit depuis des générations, au point où les machettes sont sorties et qu'il y a mort d'hommes. Pourquoi? À cause du partage des terres. Et c'est la raison pour laquelle la famille décide d'aller voir la féticheuse afin de demander conseil et qu'elle les aide à régler la situation. Donc, il y a 3 points qui sont annotés dans la scène. Et je vais revenir sur la scène plus loin. Les 3 points, c'est justement ce que j'avais déjà évoqué, c'est qu'il y a cette logique marchande qui consiste à se partager la terre et à penser que la terre est simplement un objet pour se faire de l'argent. L'autre point, c'est cette logique d'appropriation, que cette logique d'appropriation de la terre entraîne la violence et qui conduit au drame. La citation précédente parlait de se perdre soi-même, de perdre le contact non seulement avec la terre, mais se perdre soi-même aussi. Et enfin, il y a cette assimilation de la terre à un être dont on hérite, qui met en exergue la gravité de la pratique qui consiste à chosifier la terre, mais qu'on pourrait aussi rapprocher à une forme d'exploitation, d'esclavage même, puisque un esclave, c'est un être dont on hérite
et qui semble-t-il n'a pas de volonté propre. Donc, on voit que la séparation primordiale d'avec la terre consiste à l'éloignement de l'homme à la terre, ce qui entraîne aussi une séparation de l'homme avec lui-même, mais aussi avec son prochain. Retourner à la terre consistera donc, dans le récit notamment, à se reconnecter avant tout à la terre, afin de se reconnecter à soi-même et aux autres. Maintenant, comment cela se fait-il concrètement? Cela consiste tout d'abord à un retour physique dans son pays natal. Et pour le cas du narrateur, c'est le Cameroun, c'est le cœur de la forêt à la rencontre des Pygmées. Il ne s'agit pas seulement d'un retour symbolique, d'un retour par la littérature, par la poésie, un retour par le souvenir. Le retour doit être physique. Et ce retour commence par une perte, mais pas la perte, comme il a été dit un peu précédemment, mais pas la perte de ce qu'on est devenu, pas le renoncement à tout ce qu'on est devenu et à tout ce qu'on croit avoir acquis. Lorsque le narrateur arrive dans ce village pygmée, il emporte de nombreux biens qu'il veut offrir à la communauté pygmée. Et il pense que c'est une bonne manière de faire. Mais quand il arrive, on dépose son lot de biens au milieu de la cour, personne n'en fait cas, et on lui dit, nous ne voulons pas de tes biens, nous ne voulons pas nous faire acheter par les Blancs. Tout de suite, il est considéré comme un Blanc, pourtant il a la peau bien noire. Il est bien camerounais, mais il est considéré comme un Blanc. Et ce qu'on va lui dire par la suite, c'est que ta tête est coupée du reste de ton corps. Tu ressembles à un instrument désaccordé. Mais si tu me fais confiance, on pourra peut-être parvenir à retrouver la note juste. Pour cela, il faudra d'abord te débarrasser de ta carapace, ensuite de ta peau, que ta chair pourrisse, que les écailles de tes yeux tombent, que tes os se disloquent, et ensuite seulement les esprits feront le reste. Si tu ne prends pas le risque de mourir, tu ne peux véritablement pas prendre goût à la vie. Donc, c'est cette idée de renoncement dont je parlais, à laquelle le narrateur est invité s'il veut revivre. Parce que quand il va, c'est pour être initié à l'animisme. Bon, il ne pense pas ainsi directement, mais c'est ce qui va se passer. Il veut se reconnecter à la vie. Et donc, le renoncement n'est que la préparation à... Je vois la main d'Ibrahima levée. Est-ce que ça signifie que je n'ai plus de temps? 2 minutes, 2 minutes. D'accord. 53. Donc, l'épisode qui exprime le mieux le retour, c'est justement celle de cette famille qui, pour la guérir, la féticheuse leur dit, vous devez vous reconnecter à la terre de vos ancêtres. Et comment est-ce qu'elle va le faire? Ce n'est pas en leur racontant une histoire, mais on va creuser autant de tombes qu'il y a de personnes et on va les enterrer. Dans ces tombes-là, on va les enterrer vivants et ils vont faire des heures dedans. Il va pleuvoir sur eux et après quelques heures, on va rouvrir les tombes et les relever. Et ils ressortent de là avec un nouveau rapport à la terre. Pourquoi est-ce que cela est... du moins, quel effet, ça je suis en train d'aller conclure, quel effet cela a-t-il sur... parce qu'on parle de la proximité, ça c'est une expression très littérale de la proximité de l'être humain à la nature, c'est-à-dire ce contact physique, ce contact littéral à la terre, cette façon d'être enterré, de poser les pieds à la terre. Pour le narrateur, ce sera de courir dans la forêt et j'ai beaucoup apprécié, du moins j'étais surpris de découvrir le concept, la chirurgie, le concept de chirurgie dont a parlé le professeur Diop quand il parlait de la chirurgie par les bains de forêt. Et donc, je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'on fait courir le narrateur dans la forêt. Chaque matin, on le fait courir dans la forêt avec un petit garçon et un chien galeux. Et il se fait fouetter un peu par les arbres et les herbes, se fait blesser un peu. Mais après, il redevient
il y a un effet, et c'est cet effet que je veux montrer avant de conclure. Donc, le premier effet, c'est que cela rend à nouveau le narrateur sensible. Le narrateur qui était environné d'écrans, qui était devenu puéril dans son contact au monde, redevient sensible. Et il va dire ceci lors d'une de ses randonnées, après l'un de ses bains, il va dire, à notre retour, j'ai vécu un sentiment d'une délivrance presque puérile. Un tronc pourri, une boîte rouillée abandonnée par les visiteurs, le chien galeux qui nous accompagnait, un baobab tenant lieu de cimetière, une roue à l'abandon, un infime croisé sur le chemin. Tout cela devenait comme le réceptacle de ma mue intérieure. Chaque détail, chaque objet, chaque chose dont l'œil ordinaire se détourne devenait une partie d'un tout, m'émouvait presque au point que tous les mots pour dire mon émotion étaient devenus inutiles. Donc, le narrateur redevient sensible et à travers cette sensibilité, il redevient vivant. Et ce fait de redevenir vivant le remet en contact avec l'humain d'une autre manière. Et c'est un professeur de lycée de philosophie qui n'avait jamais eu de contact avec ses élèves. Et quand on dit contact, c'est contact physique. Parfois, il ne connaissait même pas le nom de ses élèves. Il ne savait pas quelle était la vie de ses élèves. Et c'est ce qu'il exprime. Quand il rentre après son voyage au Cameroun, quand il rentre en France et qu'il fait cours de philosophie, il dit, j'entendais respirer une élève. Elle respirait fortement. Il est devant et il entend respirer. Je m'en souviens très bien. Elle respirait innocemment ce jour-là avant de se laisser aller. Et il parle du contact qu'il a de nouveau avec ses élèves. Et il va dire à la page 67, raisonner, voilà le mot juste. La musique ne passe pas seulement par l'oreille, mais bien par tout le corps. Les sons résonnent en nous et passent par la nuque. Raisonner a la chance donnée au vivant. Le son porte en lui la floraison, la vie et même la mort. Il est la merveille des merveilles. Donc, ce qu'il est en train de dire dans le récit, c'est qu'après son initiation, il est de nouveau capable de raisonner avec les autres, d'être en résonance avec eux, de ressentir ce qu'ils ressentent, de se rendre compte que l'autre est malade, que l'autre souffre. Et il peut à nouveau compatir à la douleur des autres. Et il a même le courage de toucher son élève, une de ses élèves, de la toucher vraiment, alors que cela lui aurait valu, par le passé, une convocation au conseil de discipline. Donc, voilà un peu la réflexion que je suis en train de mener et que je voulais exposer pour avoir la possibilité de discuter avec d'autres personnes et de voir aussi et d'avoir des questions, un retour à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nana, c'est vraiment intéressant. Je vois que tous les sujets abordent des questions en commun et qui touchent vraiment à la question de la proximité, à l'écologie, voilà, mais aussi à des questions contemporaines, modernes. Alors, moi, j'ai une question un peu transversale, après on va revenir parce que peut-être que je suis dans l'embarras. Professeur Dion, vous avez parlé des savoirs non conventionnels et voilà, de la science périphérique. Et aussi, Amara a parlé de crise des symboles. Voilà. Lui-Nana a parlé aussi de retourner à la terre. Moi, je me dis d'abord en passant par le professeur Dion, c'est que d'abord, il y a peut-être que la médecine que vous avez évoquée, elle a été nommée. Bon, je dirais que bon, la médecine occidentale, elle a été nommée, elle a été un objet un savoir qui a été légiféré, bien identifié avec son lexique. Et pourquoi, la question que je me pose, c'est que pourquoi pour les savoirs endogènes que vous appelez périphériques, pourquoi ils sont des savoirs non conventionnels au niveau de la nomination? Pour moi, c'est là où il y a un peu une question problématique. Est-ce que ces savoirs sont des savoirs non conventionnels? La conventionnalité, elle doit être décrite à partir de quel espace? Parce que dans votre présentation, vous avez passé par Antonio Gramsci, le savant italien, pour un peu, voilà, qui a promu un peu la question de l'intellectuel organique. Et moi, je me dis que aussi, les savoirs que nous avons en Afrique, comment ils peuvent être promus
à des savoirs de rang universel, non pas cadrés dans les statuts de sciences périphériques. Et à Amara, moi, je te posais la question, comment revivifier les symboles? Parce que vous avez parlé des crises des symboles et la Terre est malade, comme vous avez dit. Et l'UNANA, bon, parallèlement, vous avez dit que toucher à la Terre, voilà. Comment retourner à la Terre, toucher à la Terre, si la Terre n'est pas vraiment, a perdu ses aspects. Parce qu'on peut retourner à la Terre, mais arrivé à la Terre, on se rend compte qu'il y a des crises identitaires, des crises écologiques, tout cela. Mais comment vraiment en pratique toucher physiquement ou bien de manière un peu chichique, voilà, à cette terre qui est la terre d'origine. Parce que ça semble lié à la question de l'authenticité, comme vous avez évoqué dans votre présentation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez un peu compris les questions, professeur Diouf, sur la question du lexique vraiment des sciences non conventionnelles. Ok, merci beaucoup, Ibrahima. En fait, Jean, je comprends bien ce que vous dites. En réalité, je partage votre point de vue en réalité. Nous avons le même point de vue. Quand j'utilise euh, le terme savoir non conventionnel, je mets ça entre guillemets parce que moi-même, je ne m'associe pas avec cette façon de décrire la médecine traditionnelle. Donc, pour moi, la médecine traditionnelle est d'égale dignité avec la médecine moderne. Donc, ce n'est pas pour moi un savoir non conventionnel. Donc, c'est non conventionnel peut-être dans le sens où, par exemple, dans beaucoup de pays africains, donc, ce n'est pas tellement reconnu en tant que pratique de soins, ou bien des fois, ces médecines-là ne bénéficient pas d'un texte juridique approprié. Donc, ce n'est pas bien encadré comparé à la médecine dite moderne, mais en réalité, je ne considère pas ça comme un savoir non conventionnel. Donc, je ne fais que reproduire la perspective que certains ont par rapport à cette médecine, parce que certains parlent de médecine traditionnelle, en réalité, il n'y a rien de traditionnel. Les gens parlent de médecine non conventionnelle, mais il n'y a rien de non conventionnel. Certains même parlent de médecine empirique, que ce n'est pas rationnel, mais pour moi, il n'y a rien d'irrationnel. Okay? Donc, en réalité, je partage votre point de vue. Donc, je ne faisais que reproduire cette perception eurocentrique même de la médecine que les gens ont de la médecine traditionnelle africaine. Donc, en réalité, c'est des savoirs qui sont bien identifiés parce qu'il y a des types de personnes qui s'en occupent. Oui, allez-y. Oui, peut-être oui, allez-y. Oui, reformuler la question, comment archiver? Parce que je crois que le problème, c'est au niveau de l'archivage. Voilà, comment archiver ces savoirs? Oui, bon, l'archivage se fait à deux niveaux. Donc, il y a les guérisseurs qui forment, par exemple, d'autres guérisseurs. Des fois, ça peut être des guérisseurs qui sont au niveau de la famille, ou bien même, ça peut être des proches. Ou bien voir comment intégrer, par exemple, l'enseignement de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle dans la médecine moderne. Par exemple, au niveau de l'Université Anta Diop de Dakar, par exemple, il y a un enseignant qui est spécialiste de la médecine traditionnelle et qui enseigne la médecine traditionnelle au niveau de la faculté de médecine. Donc, il y a aussi beaucoup de recherches qui ont été faites, que ce soit des recherches, que ce soit des mémoires de maîtrise ou bien des thèses de doctorat qui portent sur la médecine traditionnelle. Donc, ça aussi, ça peut contribuer à archiver ça, mais également à financer des recherches qui permettront à collecter des données liées à certaines plantes, leur utilité, leur dosage, etc. Ça aussi, ça peut permettre de pouvoir garder ça. Bon, sinon, aussi, si on ne le fait pas, on risque de ne plus pouvoir recourir à cette forme de médecine qui est quand même utile pour le bien-être des populations africaines. Merci beaucoup, c'est très clair. Bon, maintenant, ok, il y avait, parce que les gens également parlent même de pharmacopée traditionnelle, etc., donc qui est très développée, et je pense qu'on peut faire la même chose que la Chine ou bien le pharmacopée est très développé en introduisant vraiment l'enseignement de la médecine traditionnelle au niveau des facultés de médecine dans les universités africaines.
Merci beaucoup. Vous avez une autre question? Maintenant, il y a un autre enjeu. Oui, Oui, ça c'est lié un peu à l'aspect universel, mais vous savez également, il y a des enjeux financiers avec surtout les firmes pharmaceutiques. Ce qui fait que les gens font plus la promotion de la médecine dite moderne que la médecine traditionnelle. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que la médecine traditionnelle est la mère de la médecine moderne. Nous savons très bien qu'avec la colonisation, il y avait une politique consistant à, à détruire la médecine traditionnelle en faisant croire aux Africains que votre médecine n'est pas une médecine et qu'elle allait aussi remplacer cette médecine-là par la médecine occidentale. Donc, il y a des gens financiers qui sont là avec les firmes pharmaceutiques, ce qui fait qu'il y a tout un discours négatif autour même de la médecine traditionnelle africaine. Certains même disent que, bon, la médecine traditionnelle africaine est produit surtout les infusions rénales parce qu'il y a un problème de dosage, extra. Hein. Et des fois, on oublie aussi, même que ça soit la médecine moderne, il y a aussi des effets nocifs. Il y a aussi ce qu'on appelle des effets secondaires. Okay? Et il y a des maladies qui ne sont pas prises en compte par la médecine moderne, par exemple, ce qu'on appelle les maladies socioculturelles. Les maladies socioculturelles ne sont pas prises en compte par la médecine moderne. Donc, parce que la conception que les gens ont de la maladie dans certaines sociétés africaines, c'est une conception qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Donc, ce n'est pas seulement par rapport à des douleurs, mais des fois, ça va au-delà. Ce qui fait que même il y a l'aspect spirituel qui intervient, ce qui fait que pour cela aussi, il y a des types de traitements qu'il faudra faire et ces types de traitements-là ne sont pas pris en compte par la médecine dite conventionnelle ou la médecine moderne. merci. Ça, c'était la deuxième question pour Youssouf Diallo. Comment réintégrer des modèles locaux de soins face à des systèmes souvent considérés comme néocoloniaux? Donc, vous avez apporté réponse à cette question. Et lui, Nana et Amara, ou est-ce que lui, Nana, comment toucher la terre si la terre n'est plus... Je suis là. Oui, je vais laisser le collègue répondre d'abord. Et vraiment, vous pouvez reposer la question pour voir. Allô? Ibrahima, la question, monsieur Amara n'a pas bien suivi la question. Oui, non, j'attends la question, en fait. Ah, il avait déjà posé la question. Ah, d'accord. OK, je crois que c'est comment réifier, c'est ça? Comment réifier les symboles. Je crois que la question, c'était ça. OK. Si la question est posée, comment réifier les symboles, cette question même, je crois que cette question est posée à tout un chacun. Voilà, c'est une prise de conscience. Comment réifier, comment se comporter vis-à-vis de la nature. Dans des familles chaudes Benokri, vous avez vu, il y a la symbolique de la forêt, la symbolique du fleuve et la symbolique de la terre. Et la forêt comme un espace liminal entre tradition et modernité. La liminalité, c'est quoi? C'est l'ouverture. L'ouverture où se transforme, ou encore où se juge, où se questionnent les crises identitaires. Et à travers la forêt, nous allons comprendre beaucoup de choses. Car vous le savez, dans notre tradition, la forêt joue un rôle capital. Je parle ici en contexte africain. La nature est un élément capital dans nos traditions. C'est là-bas où on peut aller adorer les dieux. C'est là-bas où les esprits se trouvent. En tout cas, la nature est un ensemble de symboles. Et Benokri nous demande de protéger ces symboles qui se trouvent au sein de cette forêt. Et après, la forêt, il va mettre en exergue le fleuve. Vous savez, l'eau est source de vie. Et en tant que source de vie, il faut protéger cette source de vie. Le fleuve comme métaphore de la continuité et du changement. Cette métaphore, c'est quoi? C'est une figure imagée qui va montrer qu'il ne faut pas porter une discontinuité, comme on appelle à la forêt, une discontinuité au système écologique, mais il faut plutôt donner encore vie à ce système. Il faut protéger, il faut donner vie à ce symbole
de la nature. Donc, voilà pourquoi je parle de la symbolique, je parlais des symboles. Voilà. Après le symbole du fleuve en tant que l'eau, source de vie, on a également la terre. Okay? Aujourd'hui, le constat est bien fait dans son œuvre. Il dit que la terre est affamée comme une représentation de l'exploitation environnementale. Et cela se perçoit un peu par les crises d'urbanisation. Nous, aujourd'hui, nous voyons un peu les crises d'urbanisation galopantes dans nos différentes villes. Aujourd'hui, moi, ici à Abidjan, vous arrivez à Abidjan, vraiment, vous allez comprendre que tellement les choses vont vite qu'il n'y a même plus d'espace pour créer peut-être une forêt verte, ainsi de suite. À tel point, à telle enseigne, à chaque moment, la SODEFOR, c'est pas la société qui s'occupe des forêts, qui va toujours entamer quoi, des reboisements. Donc, l'urbanisation est en train de changer le visage de nos villes, de nos manières de vivre, tout ça. Voilà pourquoi Ben Okri va parler de la terre. La terre, aujourd'hui, est affamée par cette exploitation environnementale des êtres humains. Donc, voici un peu représenter la symbolique dans l'œuvre de Ben Okri pour parler de la crise écologique. Donc, Merci. en finalité, c'est aux êtres humains, en l'ensemble, de faire une prise de conscience pour pouvoir protéger la nature à travers ces symboles qui sont la forêt, le fleuve, la terre, ainsi de suite, même les animaux, la faune et la flore. Je vous remercie. Merci beaucoup. Lunana, pour conclure, vous avez une question sur le chat et Oui, je vais répondre rapidement. J'aimerais quand même aussi répondre à la question que vous avez posée au professeur Dion. Comment rendre les savoirs endogènes universels? Ça, c'était l'un des aspects de la question aussi, qui concerne aussi le travail que Gaston Polifa a fait. La première chose, c'est apprendre à désapprendre. C'est-à-dire qu'on considère que tout ce qu'on a reçu n'est pas forcément, c'est pas parole d'évangile. Ce n'est pas, la connaissance n'est pas force. Elle a été conçue d'une certaine manière et ce qu'on appelait rationnel n'est pas forcément, c'est une forme de rationalité. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien senti la critique du professeur Diom quand il employait l'expression de savoir non conventionnel ou alors de savoir périphérique. Et Gaston Polifa, par exemple, il met vraiment Tala au même niveau que Socrate, parce qu'il est philosophe et il a écrit tout un livre sur l'animisme, une philosophie africaine. Maintenant, comment retourner à la Terre s'il y a pollution? Ce n'est pas toute la Terre qui est déjà polluée en tant que lieu, en tant qu'élément solide, je veux dire. Et le narrateur, par exemple, prend une pierre et voyage avec une pierre. Et avant de commencer, quand il se lève le matin, il pose la pierre sur son front pour avoir ce contact avec la terre. Ou bien, donc c'est des façons de faire. Mais c'est pas seulement, il ne faut pas seulement retourner au Cameroun ou au Sénégal, mais c'est vraiment avoir une relation particulière au sol. C'est-à-dire que même là où je suis à Tübingen, je dois avoir une relation différente au sol. Ne pas considérer le sol comme quelque chose dont je peux disposer à volonté, mais comme étant une partie de moi, et moi étant une partie de lui. Maintenant, pour la question qui est dans le chat de Youssouf Diallo, de M. Diallo, quels défis les visions senghoriennes de la Terre comme source d'identité et de continuité posent-elles dans une société postcoloniale marquée par le déplacement, l'hybridation culturelle et les tensions entre tradition et modernité? Déjà, Senghor, il n'y a pas moins, je veux dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un parmi les trois de la négritude qu'on connaît, le plus ouvert, c'était Senghor. Le plus critique de la racine, c'était de l'enracinement pour ne plus s'étendre, c'était Senghor, je pense. Et Senghor dit que pour lui, c'est des images qu'il reconstruit, mais Senghor était un utopiste. C'est ce que je suis en train de voir. Senghor, Césaire et même Damas étaient des utopistes. Il leur fallait réfléchir à un monde qui était au-delà du monde qu'ils avaient connu, qui était le monde de la colonisation, qui était un monde où ils étaient dominés et dépendants. Et il fallait imaginer un autre monde. Et pour imaginer ce monde, d'où le royaume d'enfance de Césaire. Le royaume d'enfance de Césaire, ce n'est pas
qui est le royaume de son terroir, entre autres. Ce n'est pas, il faut que je ressuscite mon enfance, ou bien il faut que je ressuscite les empires, les grands royaumes. Mais c'est de dire, il faut trouver autre chose que ce que l'Occident nous propose, et afin de se projeter. Donc, Césaire n'enferme pas. Au contraire, Senghor, je veux dire, n'enferme pas. Au contraire, on peut s'inspirer de Senghor aujourd'hui et voir que dans ce monde tel que nous sommes, il y a la place pour tous les savoirs. Il y a la place pour tous les savoirs. Donc, ce n'est pas un enfermement. Ce n'est pas une identité racine que Senghor postule lorsqu'il propose, sa poésie concernait son terroir, le retour à la terre, à la littérature. Donc, c'est la compréhension que j'ai pendant que je le lis. Maintenant, ça peut aussi différer d'une personne à une autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Nous sommes au bout de notre temps. Voilà, c'est écoulé déjà. Peut-être on a une dernière question sur le chat. Oui, de Malik Lo, oui. Oui, de Malik Lo, qui demande comment les aspects culturels et spirituels des pratiques traditionnelles influencent-ils l'adhésion des populations aux soins? Le professeur John. Oui. Professeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, si on remarque, bon, il y a même l'OMS qui indique également aussi que la plupart des Africains, la majorité des Africains en font recours à la médecine traditionnelle. Si vous comparez le nombre d'Africains qui font recours à la médecine traditionnelle et le nombre d'Africains qui font recours à la médecine moderne, on se rend compte qu'il y a plus d'Africains qui font recours à la médecine moderne que la médecine traditionnelle. Et certains même, avant de faire recours à la médecine moderne, ils consultent d'abord un guérisseur. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une adhésion de la population, même s'il y a ce qu'on appelle un washing avec l'alcoolisation, le dénigrement de la médecine traditionnelle. Mais la médecine traditionnelle fait partie des populations africaines parce que c'est lié à leur culture, c'est lié à leur être, c'est lié à leur appartenance. Comme je dis, la maladie en Afrique la compréhension de la maladie en Afrique est beaucoup plus globale que la compréhension que les gens ont de la maladie en Occident. Parce que des fois même, on peut voir une personne qui est malade, mais au-delà même de cette personne, peut-être c'est toute une famille qui est malade. Parce qu'on peut guérir toute une famille à travers une seule personne. Donc, ce qui fait que l'adhésion des populations est vraiment forte. Maintenant, on peut l'accroître au regard des enjeux et au regard des risques de disparition en luttant, par exemple, contre le charlatanisme, parce qu'on ne peut pas aussi dire que la médecine traditionnelle, elle est parfaite, ou bien ceux qui sont les porteurs de la médecine traditionnelle sont parfaits. Il y a tout un travail à faire. Hein. Il faut quand même sélectionner les vrais guérisseurs, mais également faire des recherches pour s'assurer que tel produit est efficace et que ça ne peut pas avoir des effets secondaires trop nocifs ou bien qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé des populations. Mais quand même, il y a une adhésion de la population parce que la majeure partie des populations font recours à la médecine traditionnelle d'abord avant de faire recours à la médecine de moderne. Parce qu'il y a des types de maladies qui ne sont pas prises en compte par la médecine moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Diod. Merci beaucoup, Moussa Diabaté. Merci, Louis, pour vos brillantes contributions. Merci à vous également. Ça ouvre des perspectives. Merci à vous et merci également à M. Diabaté. Merci également à Nana et à tous ceux qui ont pu nous suivre. Merci beaucoup. Voilà. Merci particulièrement à vous, Ibrahima. Merci, professeur John. Merci à ceux qui sont merci à ceux et celles qui sont sur le chat. Monsieur Nana, peut-être vous passez une information ou bien? Oui, juste pour dire, au revoir. Juste pour dire qu'il y a un panel juste après qui est aussi très intéressant et que le forum se termine demain. Le forum se termine demain. Merci beaucoup. Merci Malik. Merci à tous. Voilà.